en tant qu'analysant, avec une cure de plusieurs années avec un lacanien, et en même temps raconte l'histoire de Lacan, où il débute son livre en l'appelant Jacques. Donc il y a quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qui se passe en même temps? Quelqu'un lance Zoom, il serait l'éteindre. Attendez, il y a un petit problème. Il y a quelqu'un qui a mis Zoom en même temps. Voilà, c'est bon. Donc, et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que donc Gaspard a déjà écrit des livres. Gaspard est journaliste et que ce livre est écrit d'une manière avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'honnêteté, où il parle de Lacan, il parle de ses histoires comme si on y était. On a l'impression d'être avec Lacan. Et des choses négatives, positives. Il n'y a pas beaucoup de jugement. Il y a quelque chose d'une grande honnêteté. Et il va vous parler de tout cela et de ces 6 années d'analyse lacanienne. C'est à toi, Gaspard. Merci Stanislas. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi d'être ici ce soir pour échanger avec vous. C'est bon. Donc pour vous parler de La disparue de Lacan, qui est effectivement mon 4e livre. C'est un livre qui est assez important pour moi. Je l'avais dans les tripes depuis pas mal de temps. J'avais envie depuis très longtemps de parler de psychanalyse, ce qui nous réunit, je pense, tous ce soir. Comme un peu pour payer une forme de dette. La psychanalyse a été vraiment très très importante pour moi. J'ai fait une analyse de 7 ans qui m'a énormément transformé, énormément aidé. Et voilà, moi, vous le savez certainement pas, mais je suis journaliste. Je travaille pour Le Monde Magazine, pour Vanity Fair. Mon truc, c'est de raconter des histoires, de faire des récits. Et depuis très longtemps, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais raconter autour de la psychanalyse et autour de la figure de Lacan, parce que j'ai fait une psychanalyse lacanienne et que Lacan a été une sorte de fil rouge dans ma vie. J'y reviendrai peut-être, mais j'avais un prof de philosophie qui était lacanien, qui était extraordinaire, qui, très jeune, j'étais en terminale, a rendu très clair pour moi Lacan, ce qui est quand même une sacrée gageure, parce que on sait tous que Lacan est quand même particulièrement hermétique et difficile à comprendre. Et donc ensuite, quand j'ai fait une analyse, c'était évidemment avec un lacanien et une lacanienne que je l'ai faite. Et donc voilà, je me disais, en tant que journaliste, quelle histoire, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter autour de la psychanalyse qui intéresse les gens, sachant que c'était pas forcément envisageable pour moi de raconter mon analyse, non pas par pudeur, parce que je n'ai aucune pudeur, mais parce que je trouve qu'il y a dans la psychanalyse lacanienne quelque chose d'un peu informe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a des déplacements secrets, on ne sait pas trop bien quoi. Moi, quand j'ai commencé à faire une analyse, j'avais une vision un peu, un peu basique, qui était marquée par les récits de Freud qu'on connaît tous, que vous connaissez tous par cœur. Je pensais que en m'allongeant sur le divan, j'allais avoir à un moment donné, lors d'une séance, au début, à la fin, je ne sais pas, une sorte de révélation, une sorte sur mon passé, un flash comme ça, et que tout s'éclairerait de façon nouvelle, comme c'est l'abréaction, quoi. Freud appelle ça l'abréaction, cette idée qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans la cure qui se déclenche et qui change tout. Et j'avais cette idée-là, et sauf que la psychanalyse lacanienne, c'est pas ça, c'est quelque chose c'est des déplacements qui se créent, c'est quelque chose d'un peu plus un peu plus informe. Et donc, je trouve qu'une analyse, en tout cas avec une lacanienne, se prête pas forcément au récit, même s'il y a des très bons exemples, notamment le livre de Pierre Rey, que vous connaissez peut-être, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et donc voilà, difficulté à écrire sur ma propre analyse. Aussi parce qu'au moment où j'ai commencé une analyse, j'étais complètement aux abois et j'ai pas entamé une analyse pour l'écrire. J'étais à fond dans mon truc et je prenais pas des notes en sortant de séance, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Ça aurait été très intéressant après pour les reprendre. Et donc voilà, donc je me suis dit, voilà, moi qui suis journaliste, quelle histoire je pourrais raconter intéressante, sur laquelle je pourrais enquêter, parce que je fais beaucoup d'enquêtes. Et donc, je me suis replongé dans mes livres de psychanalyse, les livres qui m'avaient accompagné pendant toute ma vie de jeune adulte, donc
à partir de la terminale. Tous ces livres que j'avais accumulés, non pas dans l'idée d'un jour d'écrire sur la psychanalyse, mais que j'avais accumulé pour sauver ma peau, quoi, en me disant mais voilà, comment je peux m'en sortir, il faut que je lise sur la psychanalyse. Les gens qui vont mal souvent se mettent à lire des choses, on a tous fait cette expérience, et donc moi je me suis mis à lire beaucoup sur Lacan à cette époque-là, donc ça commence en terminale. Et donc, devenu jeune adulte journaliste, je me replonge dans ces livres, et notamment, je tombe sur l'histoire du cas aimé, qui est un peu le fil rouge de ce bouquin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du cas aimé. C'est le premier cas qui a été traité par Jacques Lacan. C'est une histoire que je trouve assez fascinante. Elle commence dans les années 30. Une femme qui s'appelle Marguerite Fontaine, elle s'appelle Marguerite Anzieux, elle est mariée avec Didier Anzieux, tente d'assassiner une actrice célèbre de l'époque qui s'appelle Huguette Duflot. Elle ne parvient pas à la tuer, heureusement, elle lui sectionne le petit doigt. Elle est emmenée par la police, elle est enfermée, et on l'envoie à Sainte-Anne. Et à Sainte-Anne, sur qui elle tombe, sur un jeune psychiatre très ambitieux, Jacques Lacan, qui décide de consacrer sa thèse de fin d'études de médecin, puisqu'il est psychiatre, donc médecin, à cette femme, et qui la voit tous les jours pendant 1 an, qui se met à enquêter sur sa vie, qui rencontre ses proches, qui rassemble un tas de documents sur l'existence de cette femme. Notamment, il lit ses romans. C'était une romancière qui était un peu une romancière ratée qui n'arrivait pas à se faire publier. Et donc, il se livre à une véritable enquête sur cette femme. Et donc, il fait du destin de cette femme la matière de sa thèse, qui s'appelle « De la psychose paranoïaque et de ses rapports avec la personnalité », qui est une thèse qui, au moment de sa parution, connaît un certain succès, notamment auprès des écrivains surréalistes. Il a des articles élogieux dans la presse de Dali, de Breton, et voilà, ça permet à Lacan de s'installer comme une sorte de chef de file de la psychanalyse, et ça lui offre une petite notoriété. Sauf que ce que j'ai découvert, mais ce qui avait déjà été écrit, ce que j'ai redécouvert, c'est que dans son étude de cas, Lacan travestit énormément la réalité de ce qu'était cette femme. Il projette ses préoccupations théoriques, et finalement en déformant de nombreux aspects de sa vie. Et voilà, donc j'ai voulu, je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail pour ne pas vous spoiler le livre pour ceux qui ne l'auraient pas lu, mais donc je trouvais ça très intéressant de raconter la naissance de ce psychanalyste à travers cette étude de cas. Lacan, à l'époque, n'est pas encore Lacan, n'est pas encore vraiment psychanalyste. Il commence à s'intéresser à la psychanalyse, il lit Freud, il lit donc les surréalistes. Lacan, à l'époque, il était élève de Clérambault, qui était un grand psychiatre que vous connaissez sans doute, qui était vraiment un psychiatre hardcore, quoi, qui enfermait énormément d'aliénés. Et Lacan était son élève. Et petit à petit, on le voit, avec cette étude de cas, se détacher de ses maîtres psychiatres et devenir psychanalyste. Donc il y a quelque chose d'assez émouvant, je trouve. Et il est psychanalyste, mais il n'est pas encore complètement lacanien, c'est-à-dire il est toutes ces idées qui viendront plus tard sur les illusions du moi, cette idée qu'on est toujours autre chose que ce qu'on peut dire de nous, ce que nous-mêmes pouvons dire de nous-mêmes. Je t'arrête une seule seconde, un petit truc simplement technique. Je dis aux gens qui sont à distance, il faut que la nourriture, très important. Alors, je dois choisir ma nourriture. Bon. Tu dois choisir. Carottes, pâté, poulet, saumon. Voilà, comme ça, tout le monde va pouvoir à distance. C'est ça. C'est la scansion, c'est ça. Complètement. Complètement. Bravo. Et donc, voilà. Donc, je me suis penché sur cette histoire. J'ai lu des tonnes de bouquins sur
tous les bouquins qui sont parus, il y a beaucoup de thèses qui sont parues sur le cas Aimé. J'ai retrouvé la petite fille d'Aimé qui est psychanalyste à New York. Très vite, je me suis rendu compte que mon côté journaliste, enquêteur, se retrouverait quand même assez frustré par le fait que je n'ai pas trouvé de révélation extraordinaire. C'est une vieille histoire. Voilà, les protagonistes de l'histoire sont morts il y a un siècle, donc c'était très difficile d'avoir accès à leurs témoignages. J'aurais adoré interviewer Jacques Lacan, mais malheureusement, il n'est plus de ce monde. Et donc, je me suis dit assez vite que le seul intérêt, enfin, en tout cas, ce qui pouvait être intéressant pour donner un tour vraiment personnel et pour avoir un vrai regard sur cette histoire, ça serait pour moi d'en déplier les échos intimes et de raconter ce que cette histoire évoque chez moi. Donc moi qui ai été analysant pendant 6-7 ans, qui a été transformé par la psychanalyse, pour le dire vite, quoi. Et voilà, cette histoire, elle me parlait aussi parce que j'ai toujours voulu être écrivain. Et c'est l'histoire d'une femme qui a aussi voulu être écrivaine, qui n'a pas réussi et qui, en plus, a eu sa parole confisquée par un psychiatre célèbre et ambitieux qui est devenu psychanalyste, qui était Jacques Lacan. Puisque, bon, c'est anecdotique, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Lacan a confisqué les manuscrits de Marguerite et a toujours refusé de les rendre à la famille. Et donc voilà, cette femme qui voulait écrire, qui voulait dire je, qui voulait parler en son nom, finalement se retrouve objectivée et se retrouve être l'objet d'une thèse avec sa vie transformée. Je trouve ce destin extrêmement touchant. Et moi qui ai toujours voulu dire je et me réapproprier ma vie, ma singularité à travers l'analyse, mais aussi à travers l'écriture, c'est vraiment une histoire qui me parlait. Et, et voilà, et que vous dire d'autre Oui, donc en fait, c'était quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais vraiment envie de faire un éloge de la psychanalyse. Je trouve que, et personne ne me démentira ici, je pense, la psychanalyse est trop décriée injustement, qu'elle est mal comprise, que les gens s'en font des idées assez fausses. Je trouve très injuste que la discipline soit en perte de vitesse, même si ce genre de rassemblement de ce soir me dément un peu cette idée, mais je trouve ça catastrophique que tant de gens prennent des antidépresseurs ou des antipsychotiques ou je ne sais quoi, plutôt que de s'allonger et de parler. Et donc voilà, j'avais vraiment cette envie de faire un éloge de la psychanalyse. C'était vraiment mon truc. J'ai presque un côté un peu prosélyte. Je voulais témoigner du fait que oui, la psychanalyse, en fait, ça marche, c'est intéressant, il faut s'y pencher. C'est pas forcément c'est pas Woody Allen, c'est pas les séances sont pas forcément hors de prix, c'est pas pour les intellectuels, il faut pas avoir lu tout Freud pour faire une analyse. Moi, j'ai vraiment fait un livre d'analysant et de journaliste. J'ai jamais lu, enfin, j'ai très peu lu Freud, j'ai très peu lu de textes de psychanalyste. Et donc, j'avais cette idée donc, de défendre la discipline. Et à mesure que je travaillais sur cette histoire du cas Aimé et que je découvrais que Lacan s'était quand même comporté avec cette femme de façon quand même assez moyenne, je me disais, mais en fait, mince, quoi. Bon, bah, donc le livre sera un éloge, mais un éloge ambigu de la psychanalyse et de la figure de Lacan. Et à la limite, pourquoi pas, quoi. Et je me suis dit qu'on pouvait trouver énormément de mérite à la psychanalyse lacanienne tout en trouvant tous les défauts à Jacques Lacan. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez que je détaille certains points. Non, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le nom de l'ami de Aimé, et qui était devenu très lacanien, qui avait une femme aristocratique et qui s'appelait C'est de la haine. C'est de la haine. Ouais. Voilà. C'était son prénom, c'est quoi Oui, il a eu, à un moment donné, Marguerite rencontre une femme qui est une sorte d'intrigante et Lacan la surnomme C'est de la haine. Voilà. C'est un jeu de mots de Lacan.
Vous avez des questions dans la salle ou les personnes là, par Zoom, vous pouvez poser vos questions par écriture, ça sera peut-être mieux. Voilà, donc les questions sont ouvertes. N'hésitez pas, qui se lance en premier? Anne-Catherine. Attends, il faudrait que tu prennes le micro. Je vais répéter la question à chaque fois pour que les personnes sur Zoom entendent la question. Donc, tu poses ta question et je la redonne. Alors, je ne suis pas certaine que ce soit une question, c'est un peu une réflexion. Ou une réflexion. Moi, je suis venue ce soir parce que j'avais envie de me retrouver, voilà, alors que j'ai une antipathie prononcée pour Lacan. Et pour le bonhomme, en fait, parce que j'en sais. Et j'avoue que c'est assez rassurant finalement de t'entendre dire qu'il y a quelque chose de discutable dans son fonctionnement et dans sa personnalité, et pourtant il a pu être un bon psychanalyste. Ouais. Alors peut-être que ça va me donner envie de découvrir en quoi il a été un bon psychanalyste, peut-être le pas. Donc je vais redire la question pour les personnes sur Zoom. C'était Anne-Catherine qui fait plutôt une réflexion en se disant qu'elle n'aime pas Lacan et qu'en même temps, d'écrire un livre comme ça, c'est un petit peu rassurant pour les gens qui n'aiment pas Lacan ou les gens qui peut-être se posent encore des questions sur Lacan. Effectivement, c'est quand on se penche sur Lacan, quand on lit tous les témoignages d'analysants, la biographie d'Elisabeth Roudinesco qui est très bonne, et on se rend compte que vraiment ce personnage était odieux, quoi. C'est vraiment un grand bourgeois arrogant. Le coup des séances courtes est très connu, les séances ultra courtes qui étaient à la fin des séances ultra courtes facturées extrêmement cher, qui pouvaient se justifier d'un point de vue théorique, mais qui sont aussi... il y avait quand même évidemment une forme chez Lacan d'âpreté au gain qui le poussait à raccourcir ses séances et à demander de plus en plus d'argent à ses patients. Et voilà, et effectivement, mais ça peut aller de pair avec cette idée que moi je trouve que, j'ai bien compris que j'étais dans une association qui était œcuménique et que vous n'étiez pas strictement lacanien et que vous étiez ouvert à toutes les tendances de la psychanalyse, mais moi je suis très très attaché à la psychanalyse lacanienne, à la façon dont je l'ai pratiquée. Je trouve la méthode extrêmement puissante. J'aime cette façon de faire, l'importance des mots, les séances courtes, la scansion, vraiment, ça me plaît beaucoup. En tout cas, moi, ça me convenait totalement. Moi, j'ai une question à te poser, Gaspard. Maintenant que le livre est sorti, c'est toujours l'impression d'un écrivain, le livre est sorti, le livre est vendu, le livre est acheté par des personnes. Avec toute ton histoire, comment tu te sens maintenant? Celle-là, c'est une question que pour Gaspard. Ouais. En fait, c'est vrai que souvent les gens s'imaginent que, et je dis ça sans malveillance, qu'on écrit pour des raisons un peu thérapeutiques. Mais moi, c'était pas du tout mon cas. C'était les raisons. Enfin, ce qui m'a fait aller mieux, c'est vraiment la psychanalyse. C'est pas du tout l'écriture de ce livre. Mais cela dit, le fait d'écrire, de parler de mon intimité, de l'exposer à des lecteurs inconnus, c'était quelque chose qui était quand même que j'ai trouvé assez difficile, et en fait la sortie a été assez compliquée, notamment par rapport à mes parents qui comprenaient pas que je m'expose comme ça dans le livre parce qu'il y a des passages assez personnels. Et donc j'ai eu une phase un peu difficile, notamment le jour de la sortie, mais qui est très vite passée. Et finalement, je suis assez content de l'avoir fait, quoi. Voilà. Alors, d'autres questions? Tiens, passe le micro à Thibaut. Merci beaucoup. J'avais juste une question sur comment vous êtes approprié le personnage de Jacques Lacan pour le personnage. Donc la question pour nos amis Zoom, c'est comment vous êtes-vous approprié la personnalité et le questionnement de Jacques Lacan? C'est une question de Thibaut. Déjà en lisant tout ce qui avait été écrit sur lui, en lisant ses séminaires, et j'ai pas voulu inventer des dialogues parce que je trouve que dans des romans historiques, inventer des dialogues, ça sonne faux puisqu'on a des images de Jacques Lacan, on sait comment il parle, donc ça aurait été forcément, si je m'étais mis à inventer des dialogues de Lacan, ça aurait été un peu caricatural, et donc j'ai juste essayer d'imaginer comment il avait pu vivre avec sa rencontre avec cette femme, et voilà, essayer de
de dire ce que je comprenais du personnage, de ses ambiguïtés, de sa grandeur, de sa folie aussi parfois, et avec un côté aussi journalistique et enquêteur. Justement, tu peux peut-être en quelques lignes, il faut quand même que tous nos invités de ce soir lisent ton livre, mais ce qui s'est passé après avec le fils. Ouais. Donc, ce qui s'est passé après avec le fils, c'est ce qui m'a happé dans cette histoire, et c'est une des raisons qui a fait que j'avais très envie de la raconter. C'est que donc Jacques Lacan donc fait sa thèse sur Aimée, qui s'appelle Marguerite Anzieux. Il la publie, la thèse est un succès. Il s'installe comme psychanalyste rue de Lille, et il oublie Marguerite, qu'il laisse à Sainte-Anne, qui sortira beaucoup plus tard. Et Lacan, jeune psychanalyste, un jour reçoit sur son divan un certain Didier, qui est normalien, étudiant à Normal Sup. Et voilà. Et donc Didier, donc il s'appelle Didier Anzieux, donc pour casser le suspense, qui est le fils d'Aimé, et donc est à Normal Sup. Il a envie d'être psychanalyste, et donc on lui conseille de suivre une cure didactique. Et à l'époque, les didacticiens étaient peu nombreux, et il y avait notamment Jacques Lacan qui était incontournable, et donc il se rend rue de Lille, et il demande à Lacan de débuter une analyse avec lui. Et Lacan l'accueille sans lui dire que il s'était occupé, et assez mal visiblement, de sa mère, et donc se lance dans une analyse avec lui qui durera un certain nombre d'années. Et ce qui est incroyable, c'est que Didier Anzieux découvre sur le divan que Lacan a été le psychiatre, a fait une thèse sur sa mère. Et donc, ce qui est fou, c'est que, vous le savez certainement, Anzieux devient, au fil du temps, un des principaux opposants de Lacan au sein du mouvement analytique. Il a toujours dit que c'était pour des raisons théoriques, mais on peut très bien imaginer que le fait qu'il y ait eu ce mensonge entre eux, et cette dissimulation de Lacan, et puis évidemment jouer, quoi. Et voilà, et Didier Anzieux deviendra plus tard donc un défenseur de la psychanalyse, d'une approche extrêmement orthodoxe de la psychanalyse, très freudienne, où vraiment c'est l'anti-Lacan. C'est vraiment quelqu'un d'assez austère, qui respecte la durée des séances de 45 minutes, qui ne crée pas de liens amicaux ou amoureux avec ses patients, qui respecte tout, une approche vraiment très classique et orthodoxe de la psychanalyse. Et voilà, donc il y a une sorte de rebondissement dans l'histoire que je trouvais assez fascinant à raconter. Et donc voilà, donc Didier Anzieux, qui quelque part se venge sa mère en ferraillant contre Jacques Lacan. Il a publié des textes extrêmement durs contre Lacan. Voilà, Didier Anzieux, je trouve que c'est un personnage assez attachant et assez intéressant, quoi, qui a été assez visionnaire aussi, qui a beaucoup parlé de l'importance du corps dans la psyché, à une époque où ça se faisait pas beaucoup, avec le mot apo, absolument. Ouais. Et voilà ce que je peux en dire. Oui, nous avons une question de Anne Capozzo. Gaspard, en écrivant ce livre, avez-vous le sentiment d'avoir redonné la voix, le je à la disparue? Merci pour cette belle question. Je ne sais pas trop, j'aurais pas la prétention de le dire, mais comment dire, j'imagine que pour redonner son jeu à la disparue, il faudrait publier ses textes. J'ai sans doute contribué à la faire mieux connaître, mais c'est tout. Je dirais pas que j'ai redonné son jeu, je ne sais pas comment l'exprimer d'ailleurs, mais non, je dirais pas ça. Merci. D'autres questions dans la salle ou nos amis Zoom?
sur Zoom et Marie-Josée. Oui, mais il faut laisser les questions sur Zoom. On ne peut pas vous écouter, il faut écrire la question. D'accord. C'est le principe de ce soir. Il faut écrire la question. Dans la salle, vous avez une question? Tristan? Attends. Il faut le micro et que je repose la question pour les gens de Zoom. Parce qu'ils ne vont pas entendre là-bas. Bonsoir à tous. Je voudrais savoir d'où vient cet intérêt pour Lacan. Parce que vous expliquez que au départ, ça avait des études en termes de cours de philosophie, mais bon, après, il y a plus à l'intérêt, il y a, je veux dire, suivez, vous lisez. Ouais. À quoi ça correspond chez vous et pourquoi cet auteur plutôt qu'un autre? Nous avons une question donc dans la salle de Tristan qui demande pourquoi Lacan, est-ce que c'est des études ou quelle est la volonté d'avoir étudié Lacan? Donc il y a effectivement, merci pour cette question, il y a plusieurs raisons donc, autobiographiques, plusieurs fils qui m'ont mené à Lacan. Donc comme je le disais, donc, ce fameux prof de philosophie qui était vraiment extraordinaire et qui était un pédagogue merveilleux qui nous a expliqué la linguistique saussurienne, tous les concepts, l'objet A, tous les concepts les plus compliqués de Lacan, mais de façon extrêmement claire. Alors qu'on avait simplement 18 ans, c'est quand même assez compliqué de comprendre l'objet A ou tous ces concepts tellement compliqués de Lacan à cet âge-là. Et ensuite, j'ai gardé cette image très forte de ce professeur de philosophie qui était vraiment, qui disait avoir fait une analyse lacanienne et qui incarnait quelque chose de très vivant, de très épanoui, c'était vraiment une bonne publicité vivante pour le lacanisme. On se disait, on a envie d'être comme lui, quoi. Enfin, on a envie de faire une analyse lacanienne pour être comme lui. Et donc, cette image-là m'est restée. Et ensuite, le deuxième fil important, c'est que je suis en stage comme jeune journaliste en PQR au journal La Provence dans le Sud. Et à l'époque, je prends des antipsychotiques, du Risperdal, ou je sais pas, une connerie comme ça, quoi. Et les antipsychotiques me vrillent vraiment le cerveau. Je m'endors pendant les réunions de rédaction, j'ai des somnolences quand je suis en voiture. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, quoi. Et je me sens vraiment extrêmement mal, extrêmement fébrile, malheureux. J'ai l'impression rétrospectivement, je me dis que c'était vraiment le point le plus bas de mon existence, quoi. Et à ce moment-là, donc le stage se passe, c'était un stage, c'était un CDD, enfin, peu importe. Le CDD se passe extrêmement mal, je suis très nul comme journaliste, j'arrive pas je suis beaucoup trop fébrile, stressé, anxieux, déprimé. Et donc, je suis envoyé à Cavaillon, à l'antenne de la Provence, qui était à Cavaillon. Donc, et je rencontre une localière. Donc, dans la presse régionale, il y a des localiers qui racontent la vie vous devez connaître ça, qui racontent la vie du coin, quoi. Et cette localière me tend un livre en me disant tu devrais lire ce bouquin, ça devrait t'intéresser. Et ce livre, c'est Une saison chez Lacan de Pierre Rey. Et voilà. Et ce livre, je l'ai lu un soir d'une traite. Il m'a fasciné, passionné. Je l'ai trouvé magnifique, émouvant. Et là, je me suis dit, c'est le bon moment. Là, il faut que je rentrais à Paris en septembre et je m'étais dit, il faut que j'entame une analyse. Il faut que je trouve un psychanalyste ou une psychanalyste lacanienne. Et donc, je débutais dans le journalisme. J'étais en stage à rue 89. Donc qui était, je ne sais pas si vous voyez rue 89, ça n'existe plus, hein, c'était un site d'information naissant, qui était un site gratuit, qui était le concurrent de Mediapart. Et je fais ce stage et je propose un article sur la première séance des patients de Lacan. Et cet article, l'article est accepté, enfin, la rédaction en chef accepte que je le fasse, ce qui est assez étrange parce que c'est une idée, c'est pas une idée très journalistique d'article. Et donc, je rencontre pour cet article
plusieurs analysants de Lacan, dont Gérard Haddad, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le jour où Lacan m'a adopté », qui est aussi un récit d'analyse avec Lacan. Et Gérard Haddad, que j'interviewe, que je trouve voilà, un personnage assez amusant, assez intéressant. Et il me dit, je sens, Gaspard, que vous n'êtes pas venu pour m'interviewer, que vous êtes venu pour autre chose, que là, vous allez mal, ça se sent. Et je lui dis qu'effectivement, j'aimerais bien commencer une analyse. Et donc, à l'époque, il est assez âgé, il doit l'être encore plus aujourd'hui, donc j'imagine. Bonjour. Et donc, il me dit, je ne prends plus de patients en analyse, je m'en vais, j'arrête. Enfin, je m'en vais en Tunisie, ou je ne sais plus où. Mais par contre, j'ai quelqu'un qui peut te recommander, que je peux te recommander, pardon. Et donc, ce quelqu'un était devenu ma psychanalyste, qui était une psychanalyste merveilleuse, Place Monge. Et donc, voilà, donc ma réponse était un peu longue, mais voilà comment j'en suis arrivé à Lacan. Forcément. Ouais, vous avez d'autres questions? Alors, comment avez-vous rencontré Jacques Lacan? On peut vous poser la question. C'est facile. Juste pour aller dans la continuité, pareillement, j'avais un prof de philo à l'université qui était psychanalyste lacanien, qui m'a fait découvrir Lacan, et j'ai tout de suite été fasciné par le personnage, d'autant plus qu'à l'époque, on regardait les vidéos de Lacan sur Internet, ça circulait, et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et tout de suite, j'ai eu ce désir d'entreprendre une analyse. À l'époque, je me suis dit, bon, Lacan, c'est pas la peine, il est mort, donc on va aller voir du côté des disciples. Bon, on a de la chance, il y en a quand même pas mal. Et puis finalement, j'ai rencontré Juan David Nasio dans une conférence, et voilà, j'ai vraiment flashé sur le personnage, et vraiment j'ai eu envie de faire une analyse. Alors je vais le rencontrer, je dédicace son regard, puis je l'appelle, j'ai dit, voilà, on s'est rencontrés, tel endroit, rue Puteaux, j'ai dit, ça me ferait plaisir de prendre une analyse avec vous. Il me dit, très bien, on se voit la semaine prochaine. J'ai dit, c'est combien? Parce qu'à l'époque, je suis étudiant en philosophie, j'ai 23 ans. C'est 150 € la séance. Je fais, mais je peux pas. Bon, dans ce cas-là, je vous conseillerais un collègue. Alors, forcément, ça m'a refroidi. Ça m'a totalement refroidi, ça m'a dégoûté de lacanien. Je me suis dit, plus jamais. Et puis finalement, j'ai rencontré 2-3 ans plus tard une analyste avec laquelle j'ai travaillé, et je peux dire qu'aujourd'hui, avec le recul, je réalise que j'ai beaucoup travaillé sur ce point, cette rupture ou ce rejet de la part de Juan David Nasio a eu un impact terrible, parce que ça m'a ramené à quelque chose de ma vie intime, mon rapport à la lutte des classes. J'ai grandi dans les corons du Nord, mon grand-père était mineur de fond, et donc ça m'a renvoyé bien sûr au côté bourgeois, moi qui suis petit-fils de mineur, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis plutôt freudo-marxiste, affirmé, mais grâce aussi justement à ce rejet de Juan David Nasio qui m'a fait énormément évoluer. Donc j'en suis vraiment reconnaissant pour le coup de ma non-analyse avec ce formidable psychanalyste lacanien. Merci, c'est intéressant parce que effectivement, je pense que je ne sais pas si d'autres personnes ont le même ressenti pardon, j'ai oublié votre prénom, que Frédéric, mais c'est vrai que Lacan peut dégager une forme de violence symbolique. C'est vraiment l'incarnation du bourgeois, avec une suffisance, et au moment où je commençais à travailler sur le bouquin, j'ai fait un long portrait pour Vanity Fair de Christophe André. Je ne sais pas si vous voyez qui est Christophe André, donc voilà, qui est psychiatre, qui a introduit la méditation dans les hôpitaux, qui est un type que je trouve assez épatant, quoi. Et lui, il me racontait qu'au tout début de sa carrière de psychiatre, Lacan était vraiment omnipotent dans les hôpitaux. On ne pouvait pas imaginer être psychiatre sans être lacanien. Et il trouvait que ces types-là étaient extrêmement arrogants, froids, et lui, étant issu d'un milieu assez populaire de Toulouse, un banlieue de Toulouse, il se sentait
c'est ce que tu exprimais, quoi. Il sentait une forme de violence symbolique qui émanait de la part de Lacan, grand bourgeois, odieux, esthète. Et moi, qui suis un bourgeois aussi, j'ai pas ressenti ça, mais je comprends très bien qu'on puisse le ressentir. Nous avons une question de Valérie Albou. Que retenez-vous, Gaspard, de votre première séance? J'avoue que j'en ai pas un souvenir très précis. Ce qui m'a énormément touché, c'est que la psychanalyste que je suis allé voir, donc qui est devenue ma psychanalyste, ne m'a pas demandé beaucoup d'argent. Elle a compris que j'étais étudiant, et donc elle était psychiatre, donc les séances étaient en partie remboursées par la sécurité sociale, donc voilà, c'était quand même intéressant, quoi. Et surtout, j'ai trouvé qu'il y avait une grande douceur chez elle, une grande empathie. Je l'ai tout de suite senti, comme on dit, quoi. Donc voilà, c'est le souvenir que j'ai de ma première séance. Ne soyez pas timide dans la salle. Anne-Catherine, tu as droit à une deuxième question. Merci. Mais est-ce que tu as trouvé de la douceur et de l'empathie chez Lacan? Est-ce que tu as trouvé de la douceur et de l'empathie chez Lacan de la part de Anne-Catherine? Je pense que certains de ses analysants diraient qu'il était capable d'être extrêmement doux, paternel. Il y a vraiment des témoignages assez différents selon les cas et selon les gens. Donc, mais non, a priori, je ne vois pas énormément de douceur chez Lacan. Le micro. Marc a une question. Attends, on te passe le micro, Marc. Au milieu. À propos de douceur et l'histoire de la gifle de Lacan. Marc demande une question sur l'histoire de la gifle de Lacan. Je veux savoir plus. Vous faites référence au fait que Lacan, à la fin de sa vie, était complètement cinglé et mettait des gifles à tout le monde, c'est ça? Non. C'est ce qu'on a dit. Ah ouais. C'est l'histoire, justement, pour illustrer un peu la scansion. Donc, c'est une des anecdotes légendaires qui circulent dans le milieu psychanalytique. Et on dit qu'une fois, il y avait une dame qui avait une certaine logorée. Donc, elle allait une séance chez Jacques Lacan, et puis elle répétait la même chose. Mon Dieu, mon mari ne fait pas l'amour, je suis malheureuse. Et elle répétait. Et un jour, Lacan se lève en pleine séance et lui fout une baffe. Et donc, elle sort en pleurant. Et puis, elle revient la semaine d'après à sa séance. Puis, elle va voir Lacan. Docteur, vous m'avez guéri. Elle est très mignonne, cette anecdote légendaire. Je ne connaissais pas du tout. Mais c'est vrai que ça illustre un peu la technique de la scansion, le fait de frustrer, de taper sur le patient, comme le moine zen qui tape sur son élève avec le bâton. C'était ça, cette technique. C'était de bousculer. Donc. Ouais. Je ne connaissais pas cette anecdote, elle est très jolie. Ne soyez pas timide. Il faudrait le micro là-bas au fond pour Alain. On va faire ça en Zoom. Bonsoir tout le monde. Petite question, est-ce que vous avez déjà vécu le phénomène de transfert? Alain demande la question si Gaspard a déjà vécu le phénomène de transfert. Ça dépend en fait ce qu'on entend par transfert, si c'est vraiment cette relation d'amour extrêmement forte entre un psychanalyste et un analysant. Oui, je pense que je l'ai vécu d'une certaine manière. J'avais l'impression j'avais toujours peur que ma psychanalyste ne m'aime plus, par exemple. Et je pensais à elle beaucoup. C'est un cliché, mais effectivement, le travail en psychanalyse continue toujours entre les séances. Et j'avais cette... c'est vrai que ma psychanalyste était très présente dans mon esprit et je rêvais beaucoup d'elle. Et donc, j'imagine que ça montre qu'il y avait transfert. Merci Gaspard, c'est très authentique ce que tu nous racontes. La salle est très timide et Zoom est très timide. Nous avons Jean-Claude, notre Jean-Claude. Oui, bonsoir.
Moi, j'ai une petite anecdote à propos de Gérard Haddad, justement, que je connais bien. Il me racontait comment il a atterri chez Lacan. Il est allé chez Lacan, lui demander d'être en analyse chez lui. Il était psychiatre déjà. Et Lacan lui a dit bon, dites-moi ce que vous pouvez payer. Attends, il y a un problème de micro là. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ça s'arrête. C'est l'expansion de Lacan, encore une fois. Voilà, on a voulu frustrer Jean-Claude. Ce sont les mannes de Lacan qui. Non, ça marche. Une voix, vas-y, prends. Non, ça avec marche ta voix. Parle fort. Parle fort. Les mannes de Lacan qui viennent interrompre notre conversation. Et alors, il lui dit bon, comment pouvez-vous payer? Vous avez des sous? Et Gérard Haddad lui dit non, pas vraiment. Il dit mais est-ce que vous possédez quelque chose? Et Haddad lui dit j'ai un scooter, vendez-le et revenez. Et quelques temps après, j'ai rappelé cette anecdote à Gérard Haddad. Il a nié complètement. Il n'en est pas question, c'est pas vrai. Vous racontez des salades. Voilà, bon, c'est une petite anecdote. L'anecdote n'est pas dans son livre, effectivement. Donc elle n'est pas dans son livre. Mais il voulait dire, en fait, je l'ai titillé, il voulait dire l'impact qu'avait Lacan sur ceux qui lui rendaient visite. C'est ce qu'il voulait dire. Je lui ai fait dire ça. Il m'a dit, mais non, c'est vous qui avez des fantasmes. Voilà une anecdote. Enfin, bon, par ailleurs, à propos de Gérard Haddad, sa dernière trouvaille, hormis qu'il a créé un institut Gérard Haddad, une dernière trouvaille, c'est l'erreur de Freud. L'erreur de Freud étant que Freud a limité son travail, son étude au complexe d'Oedipe. Et il a omis quelque chose de très important, c'est les rapports de fraternité. Les rapports de fraternité incluant la cruauté entre frères, hors l'amour. Ils se fondent en particulier sur l'Ancien Testament, sur la Bible, y compris sur Jésus. Jésus trahi par son frère Judas. Alors, bon, et c'est sa dernière, l'erreur de Freud. Intéressant. Et il a écrit trois. Enfin, sur une trilogie, il travaille là-dessus. Bon, il est intéressant. Oui. Sympathique. Il a été le psychanalyste d'une de mes filles. Ah bon? Je ne dois pas dire que c'est. Thibaut, tu peux donner le micro à Tristan, si je pense qu'il remarche le micro. Regarde, essaie. On parle de l'erreur de Freud. Y a-t-il des erreurs chez Lacan? On parle de l'erreur de Freud. Y a-t-il des erreurs chez Lacan? Là, je crains de sécher un peu. Donne à Frédéric. Frédéric, allez, débrouille-toi. Des erreurs, si l'erreur, c'est justement des manques, des objets qui n'ont pas été analysés, oui, il y en a un paquet, il y a pas quelque chose qui n'ont pas été abordés par Lacan. Je pense justement à ce qu'ont apporté d'autres courants. Je pense à Jung, je pense à Reich, je pense à James Hillman, par exemple, donc des gens qui ont abordé d'autres problématiques autres que ceux, parce que Lacan reste, au niveau de la doctrine, il reste quand même essentiellement freudien, il reste quand même centré quand même sur l'Oedipe. On sait que l'Oedipe, ça reste central chez Lacan, avec bien sûr la place du père, parce qu'à Lacan, ce qu'il faut vraiment illustrer, l'importance de Lacan, c'est cette relation au père. Et ça, effectivement, il apporte énormément à la psychanalyse. Après, voilà, il y a des choses sur lesquelles il ne veut pas aller, notamment les mythes. Les mythes, il le voit sous l'angle du freudisme, mais il veut pas, il n'accepte pas la posture de Jung. Il est vraiment là-dessus, il réfute complètement. Et il y a un problème, on sent que chez Lacan, il y a un problème avec l'idée de spiritualité. Il n'est pas, je veux dire,
connaît, il sait ce qu'il en est, puisqu'il a un frère qui est quand même moine. Donc, mais on sent que ça bloque hein, sur la question de la métaphysique. On sent que là-dessus, il bloque, alors qu'il connaît des éléments. Il a rencontré Heidegger. Il a eu des relations avec Martin Heidegger. Donc, parfois, effectivement, quand il parle de l'angoisse d'être, il a des connaissances très fines hein, sur la métaphysique, mais on sent que ça bloque et qu'on dirait qu'il refuse d'ouvrir cette porte de la spiritualité, hein, comme peut-être différemment que chez Freud, d'une manière différente. Et nous avons une question de Marie-Josée. Freud disait « Soyez lacanien, moi je suis freudien ». Il a élargi ses concepts. Merci, très intéressant. Alors, je pense que c'est l'inverse, oui. C'est oui. Lacan qui disait soyez lacanien, moi je suis freudien. Et oui, effectivement, Lacan se réclamait d'un retour à Freud et il a voulu lire les textes freudiens différemment, de façon en prolongeant certaines choses qui étaient implicites et effectivement, Lacan est avant tout un grand lecteur de Freud. Hein. C'est quand même Freud qui a fait tout le boulot et l'apport. Alors, je suis pas suffisamment spécialiste. Je suis ni historien des idées ni psychanalyste. Vous connaissez sans doute tout ça beaucoup mieux que moi, mais j'ai l'impression que l'apport de Lacan à la psychanalyse est infiniment moindre que celui de Freud, en tout cas d'un point de vue théorique. Ce qui a changé Lacan, ce en quoi Lacan a eu un apport très important, c'est dans la pratique en fait. Il a un peu dépoussiéré la pratique, il a raccourci les séances, voilà, enfin, et l'importance du langage aussi. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, l'idée de l'inconscient structuré comme un langage, c'est quelque chose de très important dans une pure lacanienne. L'analyse sur les mots, les jeux de mots, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très opérant et très fort. Et nous avons une question de Delphine. Gaspard, vous avez évoqué une dette vis-à-vis de la psychanalyse et votre intérêt pour Lacan. Est-ce qu'au cours de votre analyse ou après, le désir de devenir psychanalyste a émergé ou pas? Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est drôle parce que souvent, les gens effectivement, qui font des analyses longues et qui croient en la psychanalyse ont le désir de devenir psychanalyste. Et moi, jamais. C'est pas mon truc. J'ai pas... Encore. Jamais. Non, ça ne sera jamais. Non, j'ai pas. Je sais pas pourquoi, mais ça me. Non, je sais pas. Je l'ai pas. Alors, je pense que quand même pour être. J'imagine, mais peut-être que je me trompe, pour être psychanalyste, il faut quand même une âme de soignant. Il faut vouloir peut-être que les gens aillent mieux, aider les gens. Moi, j'ai pas du tout ce truc-là, malheureusement. Je suis trop égoïste. Gaspard, tu es journaliste et tu écoutes des personnes toute la journée. C'est vrai. Tu es à l'écoute. Donc, est-ce qu'on peut être journaliste psychanalyste, peut-être? Oui, complètement. Et alors, c'est pas indifférent que je me sois spécialisé dans les portraits, notamment pour Le Monde Magazine et pour Magazine. C'est une façon effectivement d'approcher l'intime et d'écouter les gens. Mais les gens dont je fais le portrait, je ne règle jamais leurs problèmes. Je leur en crée des nouveaux. Sinon, c'est pas du journalisme. Ouais, c'est ça. Est-ce que nous avons d'autres questions? Sur Zoom, il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de... Non, c'était là. Attends, il y en a une nouvelle. Là. Attends, j'attrape ça. Non, c'était Marie-Josée qui s'était excusée de sa phrase qu'elle avait fait à l'envers. Non. Marjorie a écrit quelque chose, mais je ne comprends pas trop ce qu'elle a écrit. Je pourrais répéter la question. Marc a une question. Il est où le micro? Est-ce que vous pouvez passer le micro à Marc? Oui, j'ai une question tout à fait béotienne. Avec qui Lacan a fait psychanalyse? Qui c'est qui l'a psychanalysé, Lacan? Parce que si j'ai bien compris, c'est l'autoprogramme proclamé psychanalyste. Je ne sais pas, je peux se faire. On a une question de Marc qui a psychanalysé Lacan. Il y avait ce fameux docteur, j'ai oublié son nom. Lowenstein. Voilà.
Lacan a fait une analyse qui a duré, je pense, assez longtemps, avec un freudien orthodoxe qui s'appelait Lowenstein. Voilà, et l'analyse de Lacan est un grand mystère. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pendant cette analyse, et il n'en a jamais vraiment parlé. On imaginait assez mal Lacan, qui était vraiment quelqu'un de très sûr de lui, s'est penché sur ses petits bobos d'enfance. Mais voilà, on ne sait pas grand-chose sur cette analyse, mais on sait qu'elle a eu lieu et qu'elle a été finalement assez longue. Je ne me rappelle plus de la durée, mais ça doit être 6-7 ans. Non, ça doit être plus court parce qu'à l'époque, la psychanalyse, ça pouvait 6 mois. À l'époque de Freud, c'était en 6 mois. Mais il me semble qu'elle était assez... 5 fois par semaine. Ouais. Donc, si vous faites le calcul, bon... Mais la psychanalyse de Lacan était considérée comme assez longue pour l'époque, donc elle a dû être assez longue. Je pense qu'elle est longue. Pour le coup, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'époque, vraiment la France, elle ne se démarque pas beaucoup de Vienne, si vous voulez. Il faut comprendre qu'à l'époque, on est dans les années 30, c'est surtout Marie Bonaparte qui est la tenante de l'école française. Mais elle perpétue le travail de Freud. Donc il y a Lowenstein dedans, il y a un certain Édouard Pichon, donc qui sera un petit peu, je dirais, l'être un peu obscur de la psychanalyse, puisque ce sera un fidèle de Charles Maurras, donc c'est un peu le Dark Vador de la psychanalyse. Et Jacques Lacan, c'est le petit jeune. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'école française, elle a du mal à exister en dehors des Viennois. Elle se cherche, et c'est Lacan qui finalement va fonder l'école française de psychanalyse. C'est lui qui amène cette spécificité de la psychanalyse française. Il lui donne naissance, en tout cas avec un axe théorique qui sera différent des Viennois, des Allemands et des Britanniques, et les Suisses, puisque ce sont les 4 principales écoles psychanalytiques à l'époque. On est dans les années 30. Donc, visiblement, il n'y a plus de questions de part et d'autre. Donc, on peut peut-être conclure. Remercier Gaspard Delaine d'être venu. Merci à vous. Aux éditions Fayard. On vous remercie à tous. Un petit mot de notre président, Gaspard, peut-être. Gaspard. Non, écoutez, merci. Merci pour la qualité de votre écoute et pour vos questions très pertinentes. J'étais ravi, vraiment. Merci. Je suis ému qu'on puisse se retrouver comme ça en présentiel. Je suis ému d'autant plus de ce séminaire. Ça fait, je crois, bientôt 3 ans qu'il existe. Et ce séminaire n'aurait pu exister sans, à l'époque, l'intervention de mon collègue et ami Pierre Clavillier, ancien secrétaire général qui est malheureusement décédé. Mais j'ai une pensée émue pour lui. Finalement, il a eu une bonne intuition de vouloir créer ce séminaire, et je me réjouis parce que c'était un vrai copain, et c'était avant tout pour lui, pour nous, la psychanalyse, c'était avant tout l'amitié, la convivialité, et je me réjouis que finalement ce soir, on a retrouvé un petit peu cette ambiance amicale et conviviale, et ça, je suis vraiment très heureux de ce qu'est devenu ce séminaire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à nos amis sur Zoom. Merci. Merci.